Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Ce soir, dans le journal, la rédaction portera un regard sur le quotidien des personnes vivant avec un handicap. On évoquera cette tragédie survenue hier dans un centre d'aide pour handicapés aux États-Unis. Une fusillade qui a fait au moins 14 morts et 17 blessés. Les tueurs, un couple, ont été abattus. Au chapitre environnement, on ira au Sénégal où à Saint-Louis, l'eau s'est transformée en véritable ennemi. Le niveau de l'océan monte continuellement. C'est toute la ville avec son patrimoine classé à l'UNESCO qui pourrait être englouti. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Nous sommes le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Selon les chiffres officiels, plus d'1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent avec une certaine forme de handicap. Ce soir, un portrait dans ce journal, celui d'un handicapé. Ce dernier travaille dans un établissement scolaire. Le reportage de Douadé Laser. Lycée moderne du Plateau, Pierre Aboigny-Kassi est agent de bureau dans cette école depuis plus de 10 ans. Handicapé moteur à la naissance, sa situation ne l'empêche pas de travailler. Chaque matin, il emprunte l'autobus de Port-Boué jusqu'au plateau, non sans difficulté. Je décompose 2 à 3 fois pour être au collège moderne du Plateau. Tout dernièrement, nous sommes arrivés à Trècheville, où le bus a pris feu. Tous ceux qui descendaient marchaient sur moi. J'ai vu la mort en direct et c'est quelqu'un qui est venu me tirer par la force. Ce jour-là, je me suis senti plus handicapé. Être handicapé n'est pas une fatalité, selon ses collègues de service qui lui réservent un accueil particulier tous les matins. Même chose pour les élèves qui l'aident à monter les marches de cet escalier. Je vois plutôt le travail fait par M. Kassi. C'est des personnes comme nous. C'est l'intellect, le moral qu'il faut voir et non le physique. Nous sommes tous autour de lui. À Trancheville, au quartier Arras 1, un autre handicapé physique, Sidiki Bane Karamoko, dit Sidney Karams. Il vit son handicap sans complexe. On ne doit pas dire parce qu'on est handicapé, on doit baisser les bras. J'imitais le président Houphouët-Boigny à la télévision, je faisais des sketchs, je me suis reconverti un peu dans la littérature. En 2006, l'État de Côte d'Ivoire a procédé à l'insertion de 301 personnes handicapées dans les administrations et services publics. En 2015, 300 autres ont été encore insérées, mais le besoin reste énorme. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, leurs attentes sont grandes pour leur épanouissement. La Journée internationale des personnes handicapées célébrée donc ce 3 décembre. La journée existe depuis 1992 à l'initiative de l'ONU. On va s'intéresser à présent au centre Vivre Debout. La structure s'est donnée pour mission de favoriser l'autonomie des personnes handicapées en mettant à leur disposition des prothèses orthopédiques. Focus sur ce centre situé à Yopougon. Serge Coléa. CHU de Yopougon. C'est ici qu'est logé le centre Vivre Debout, un service de réadaptation des personnes handicapées physiques, victimes de paralysie ou tout simplement amputées d'un membre. Le docteur Aboudraman Koulibaly, lui-même personne handicapée, en est le premier responsable. Lorsqu'on est médecin, qu'on est personne handicapée et qu'on est en plus, on est ancré dans la spécialisation qui s'occupe, je crois qu'on est mieux outillé pour comprendre d'abord la psychologie du handicap, pour comprendre comment aborder les personnes. Ici, le handicap physique n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un individu. Au centre d'appareillage Vivre Debout, l'autonomie des personnes handicapées reste la base de leur insertion sociale. Les orthèses, c'est tout ce que vous voyez là qui, comme vous voyez, c'est des appareils qui viennent soutenir une partie du corps qui a des défaillances. À côté des orthèses, nous avons les prothèses. Les prothèses, c'est tout ce qui vient remplacer une partie du corps qui n'existe plus. Là, ça veut dire que la personne a subi une amputation, il faut lui fabriquer une jambe entièrement. Il arrive à se déplacer sans problème avec ces appareils et arrive à être vraiment autonome et vaquer à leurs occupations. Ces prothèses-là se présentent avec différents types de qualités. Ça, c'est un genou normal simple. Et là, nous avons un genou hydraulique qui répond à la pression et à la situation de la personne. Nous avons là des mains pour les amputations des mains. Plus de 500 000 patients reçus depuis la mise en place de ce centre en 2000. Cette population ne fait que s'accroître d'année en année vu les facteurs occasionnant le handicap.
Je veux parler par exemple des accidents de la route qui sont devenus beaucoup plus fréquents, le diabète qui est un pourvoyeur de handicap avec les nombreuses amputations que cela occasionne. Nous avons l'hypertension aussi. 15 ans après sa création, le centre Vivre Debout a plus que jamais besoin d'équipements et de subventions pour faire face au nombre de plus en plus croissant de patients. Dure journée hier en Californie aux États-Unis pour les employés du centre d'aide de San Bernardino, un centre pour handicapés. Une fusillade a éclaté et a fait au moins 14 morts et 17 blessés. Les assaillants, un couple de tueurs âgés de 27 et 28 ans, pris en chasse, ont été abattus. En Californie, une course-poursuite a mis fin à la cavale des 2 auteurs présumés de la fusillade de San Bernardino. Le couple de tireurs de 27 et 28 ans a été tué dans ce 4x4, d'après la police. Selon un dernier bilan, la fusillade d'hier a fait 14 morts. On ignore encore le mobile du drame, la pire tuerie commise aux États-Unis depuis 3 ans. En images, on parle de la COP 21. Les négociations se poursuivent à Paris, en France, à l'occasion de la conférence des partis sur le climat. La Côte d'Ivoire a fait un exposé sur son plan agriculture zéro déforestation. Le plan met en exergue un mécanisme de paiement de services environnementaux. Pour rappel, le pays perd 200 000 hectares de forêt par an, notamment à cause de l'agriculture intensive. Et toujours au chapitre environnement, rendons-nous au Sénégal où, et c'est le cas de le dire, l'océan bouscule les hommes. À Saint-Louis par exemple, l'eau s'est transformée en véritable ennemi. Le niveau de l'océan monte continuellement. À long terme, c'est toute la ville avec son patrimoine classé à l'UNESCO qui pourrait être engloutie. Face à Saint-Louis, les quartiers de pêcheurs situés sur la langue de Barbarie ont encore une fois été victimes des assauts de l'océan. Dans la nuit du 5 octobre, les vagues ont détruit plusieurs maisons, dont celle d'Awas Alfar. Ça, c'était la porte d'entrée et la porte des toilettes. Quand ça s'est effondré, on est sorti le matin pour récupérer les bagages. Dieu merci, personne n'est mort. N'importe quel endroit où on peut me reloger, ça me convient. L'important, c'est d'avoir une maison parce que celle-là est trop près de la mer. C'est l'océan qui décide de notre sort. Au mois de mars, une tempête avait déjà détruit plusieurs habitations dans ce quartier. Les sinistrés ont passé plusieurs mois sous des tentes avant d'être relogés provisoirement. Au sud de Dakar, l'État a construit plusieurs brise-lames dans la région touristique de la Petite Côte où les plages rétrécissent à vue d'œil. Mais ici, rien de tout cela. Les filets de pêche et les gravats n'ont pas suffi pour protéger la maison d'Abibatou Fall. On vit comme ça, avec le froid et le vent. Le gouvernement est venu, ils viennent, ils parlent, ils regardent, puis ils repartent. Mais on n'a pas d'aide. Si au moins on pouvait avoir des grillages devant. Mais investir de l'argent dans ta maison alors que la mer menace, c'est risqué. À quelques kilomètres au sud de Saint-Louis, Ahmed Sendiagne est devenu le visage des déplacés climatiques au Sénégal depuis que son village a disparu sous les eaux en 2012. Cet arbre immergé offrait auparavant de l'ombre à une maison et cette école attend la prochaine tempête qui l'engloutira pour devenir une épave sous-marine. Avec ses voisins, Ahmed a dû déménager dans une autre localité. Toutes les maisons ont été détruites, mais le sable est revenu. Et là où il y a du sable, je replante des fils à eau. J'en ai planté 9000. Et avec l'aide que j'ai reçue, je lutte contre l'érosion côtière. Le programme et l'ONG m'aident un petit peu. Changement climatique, frénésie immobilière. Selon une étude de la Banque mondiale, 25% du littoral sénégalais présente un risque élevé d'érosion et le niveau de l'océan s'élèvera de 20 cm dans 15 ans. L'ampleur des travaux pour contenir ce phénomène est telle que d'autres villages risquent d'être engloutis à tout jamais. Retour en Côte d'Ivoire où l'on se prépare à accueillir le Festival du Rire d'Abidjan. Des humoristes et comédiens du continent sont attendus à cet événement. Les préparatifs vont bon train au ministère de la Culture et de la Francophonie. Serge Coléa. Comment ça se fait que chaque année, Bob Marley sort un CD alors qu'il est décédé? Faire d'Abidjan la capitale du rire en ce mois de décembre, c'est la mission que s'assignent les initiateurs du festival du Gondwana. Pour l'humoriste Mahaman, l'idée de ce festival est née de la volonté d'allier humour, qualité artistique, joie et réflexion sur l'art.
Le palais de la culture de Treichville sera pour la circonstance le village du Gondwana. Des humoristes vont venir du Gabon, du Congo, du Rwanda, du Burkina, du Cameroun pour venir à Abidjan et c'est la première édition. Et tout ce que je dois dire aux Abidjanais qui nous regardent, c'est faut venir. Sinon, si tu ne viens pas, c'est que tu as raté. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, a aussi échangé avec les organisateurs des 3e trophées francophones du cinéma à Abidjan. L'événement, qui se tient depuis le 23 novembre, a été marqué par des projections de films dans les communes de Treichville et d'Abobo. La remise des trophées aux lauréats de ce festival est prévue pour le 5 décembre prochain. Nous avons Michel Drucker qui arrive, nous avons l'actrice comédienne française Julie Gaillet qui va présider cette soirée avec le réalisateur Abdelrahman Sissako. Nous sommes heureux de ce que Abidjan, la Côte d'Ivoire, redevienne le centre du cinéma. Cet engouement n'est pas sans influence sur l'évolution de notre cinéma. 21 longs métrages, 5 documentaires et 5 courts-métrages sont en compétition. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a promis son soutien aux initiateurs de ces différents festivals à Abidjan dans le mois de décembre. Au Burkina, en images, on connaît depuis hier les résultats des législatives. Le parti du président élu Roch-Marc Christian Kaboré est en tête, mais sans toutefois obtenir une majorité absolue. Avec 55 députés sur un total de 127, le mouvement du peuple pour le progrès devra donc trouver 9 voix pour atteindre la majorité absolue, soit 64 députés au Parlement. En Afrique du Sud, la Cour suprême d'appel a tranché. Oscar Pistorius, reconnu coupable de meurtre lors de son procès en appel. Ce verdict pour meurtre est passible d'au moins 15 ans de prison. L'athlète sud-africain avait auparavant été condamné à 5 ans de prison pour homicide volontaire. Il avait tué sa petite amie, Riva Steenkamp. C'était en février 2013. Oscar Pistorius, condamné pour meurtre, la Cour suprême d'appel a souligné les intentions criminelles de l'accusé. La condamnation et la peine de l'accusé en première instance sont annulées et remplacées par ceci. Coupable de meurtre, l'accusé ayant eu des intentions criminelles prenant la forme d'un dolus eventualis. Et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance afin qu'une nouvelle peine soit décidée à la lumière des commentaires faits dans ce jugement. Actuellement assigné à résidence, l'ancien champion paralympique devrait savoir début 2016 s'il retourne derrière les barreaux. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.